Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors après des siècles d'hypothèses, après des décennies de fouilles, après avoir démonté pierre par pierre, au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré, ce monument unique, à quoi servait Stonehenge ? La tentation est grande de chercher une réponse simple. Un temple, un observatoire, une nécropole. Mais toutes ces réponses, quand on les prend de façon isolée, sont insuffisantes, parce que Stonehenge résiste précisément à cette simplification. Et si on rassemble tous les indices, une évidence s'impose progressivement. Stonehenge n'a jamais eu une seule fonction. C'est un lieu composite, un espace où plusieurs dimensions se superposent, se répondent et s'entrelacent. Un lieu des morts, mais pas seulement. Les fouilles, effectivement, ont mis au jour des ossements humains calcinés, notamment dans les trous d'Aubraye, c'est ce que je vous ai dit, mais c'est pas un détail. Ça signifie que dès les premières phases, encore une fois, le site est associé à la mort. Mais une mort particulière, une mort transformée par le feu, une mort ritualisée, une mort intégrée à un système symbolique. Stonehenge est donc, au moins en partie, un espace funéraire. Mais ce n'est pas une nécropole classique. Les morts ne sont pas simplement enterrés, ils sont intégrés à un dispositif rituel dans un espace structuré, organisé, mis en scène. La mort est donc ici un acte social, un moment qui dépasse l'individu pour rejoindre le collectif. L'orientation aussi du site, notamment vers les solstices, a frappé les chercheurs depuis longtemps. Même si ces alignements doivent être interprétés avec prudence, ils s'inscrivent dans une logique plus large, celle d'un lien entre Stonehenge et les rythmes naturels, c'est-à-dire le lever du soleil, le coucher du soleil, le cycle des saisons. Pour des sociétés agricoles, c'est vrai que ce sont des repères essentiels. Ils déterminent les semailles, les récoltes, les moments de rassemblement. Mais ici, il ne s'agit pas simplement d'observer, il s'agit de donner du sens. Stonehenge n'est pas un observatoire scientifique, c'est un calendrier vécu. Un lieu où le temps cosmique devient un temps social, où les cycles naturels sont intégrés à des pratiques collectives probablement rituelles. La construction de Stonehenge sur plus d'un millénaire mobilise des moyens considérables. Transport de pierres sur des centaines de kilomètres, taille, ajustement, levage de blocs de plusieurs tonnes, organisation d'un chantier sur plusieurs générations. Ça suppose encore une fois une chose essentielle, sans autorité capable de coordonner et d'imposer cet effort, on n'aurait rien pu faire. Donc Stonehenge est aussi un marqueur de pouvoir, un lieu où s'exprime une forme de domination ou au minimum de centralisation. Un lieu qui rassemble mais aussi qui organise. Bref, un centre, peut-être politique, religieux, peut-être les deux. Stonehenge n'est pas non plus isolé totalement, il s'inscrit dans un paysage plus vaste avec des tumulus, des voies, d'autres structures. L'avenue dont je vous parlais suggère des déplacements organisés, des parcours, on ne vient pas à Stonehenge par hasard, on y arrive, on y entre, on y participe, c'est donc un lieu de convergence, un point de rassemblement pour des populations dispersées, un espace où se rencontrent des groupes, des clans, des communautés. Peut-être à des moments précis de l'année, peut-être pour des cérémonies collectives, dans tous les cas, un lieu de cohésion. Là encore, je vous renvoie au roman de Ken Follett, le dernier. Enfin, Stonehenge est un lieu qui change. Chaque phase de construction modifie en fait la précédente. Chaque peuple réinterprète le site. Chaque génération laisse une trace. Et pourtant, le lieu reste. Stonehenge est un espace de continuité dans le changement, si vous voulez. Un point fixe dans un monde en mouvement. Un lieu où on vient réaffirmer, génération après génération, un lieu au sacré, consacré au sacré, au collectif et au temps. Alors, pour finir, Stonehenge, c'est un sanctuaire, un observatoire, un lieu funéraire ? Oui. Oui à tout ça, et bien plus que ça en fait. Stonehenge, c'est un lieu total, un espace où vont se croiser les morts et les vivants, le temps humain et le temps cosmique, le pouvoir et le sacré, l'individu et le collectif. C'est précisément justement cette superposition qui en fait un monument unique au monde. Et c'est aussi ce qui explique son mystère. Parce que Stonehenge n'est pas une machine simple dont on pourrait isoler une fonction. C'est un système complexe, évolutif, profondément humain. Et peut-être que c'est là, au fond, la véritable réponse. Si Stonehenge nous fascine encore aujourd'hui, c'est pas seulement parce que, en fait, on ignore ce qu'il est. C'est parce qu'il nous renvoie à une question plus large. Comment les hommes donnent-ils du sens au monde qui les entoure ?
en dressant des pierres, en marquant le sol, en reliant la terre au ciel. Stonehenge, c'est pas seulement un mystère du passé, en fait, c'est un véritable miroir, un témoignage de cette nécessité universelle, comprendre, organiser, sacraliser et peut-être laisser une trace. Voilà, on se retrouve au prochain épisode, parce que là c'est l'épisode 1, il y en aura 3 sur Stonehenge en tout. On se retrouve nous dans quelques instants pour les abonnés premium, puisque je vais passer au bonus. Pour aller un petit peu plus loin, on va parler de l'enquête archéologique, comment Stonehenge a été mal compris. Et puis je parlerai un petit peu du bouquin de Ken Follett, en tout cas ce que j'en ai pensé. Vous savez qu'on peut se retrouver maintenant tous les jeudis, le mercredi ou le jeudi matin, de 8h10 à 10h10 en direct sur YouTube. Donc à la page, je ne sais plus, mais vous allez sur timelinepodcast.fr et vous allez trouver ça, il y a un petit clic à faire et vous avez même un onglet qui s'appelle maintenant le direct et vous allez trouver ça. Sinon c'est podcast underscore, alors tiré du bas timeline, hein. Podcast tiré du bas timeline, ça c'est sur YouTube. Voilà, vous avez les directs. Comme ça, on peut se voir en direct, c'est assez marrant, c'est assez sympa. On fait des matinales un peu comme ça, puisque ça préfigure le timeline radio qui va être lancé dans quelques temps. On se dit à la semaine prochaine, salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.